Bonjour. Dans cette vidéo, nous verrons comment nous pouvons procéder à la rigidification des arcs. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que les arcs, lorsqu'ils sont soumis à des charges variables, tendent à prendre une forme qui ne correspond pas à celle du polygone funiculaire et donc à être instable. Le but de cette leçon, c'est de voir comment on peut stabiliser les arcs, ce qui est un processus, vous le verrez, en gros similaire à ce que nous avons déjà vu pour stabiliser les câbles. Les méthodes de rigidification seront les mêmes, avec quelques méthodes qui ne sont pas applicables aux arcs et d'autres méthodes supplémentaires qu'on n'utilise pas, même si certaines on pourrait, pour les câbles. Voyons d'abord l'effet d'une charge sur un arc. Nous avons une charge G qui s'applique. Elle s'appliquera aussi lorsqu'on aura des charges variables. Et nous voulons regarder la forme du polygone funiculaire correspondant aux charges appliquées sur cet arc. Bon, la forme de l'arc, elle était déjà dessinée. Je la dessine juste en bleu parce que évidemment, l'arc est en compression. C'est un arc ici avec deux charges ponctuelles ou en dessous, un arc avec une charge uniformément répartie. C'est exactement la symétrique de la figure qu'on avait vue auparavant avec les câbles. Lorsqu'on ajoute une charge variable Q, que ce soit une charge concentrée ou une charge répartie sur une partie de la portée, on a un changement de la forme du polygone funiculaire des câbles. Le câble reste symétrique par rapport à ce que nous avions vu sur le câble. Donc là où le câble descend, eh bien, le polygone funiculaire monte. De même pour des charges uniformément réparties. Ça, c'est la forme du polygone funiculaire des charges, mais lorsque l'on applique une charge sur un arc, on l'a déjà vu, l'arc tend à descendre sous la charge, donc il y a une distance qui se crée et qui tend à augmenter entre la position que l'arc aimerait prendre, je reçois une charge, donc j'ai envie de descendre, et la position qu'il devrait prendre pour avoir la forme correcte en suivant le polygone funiculaire des charges. Donc on a vraiment un problème de stabilité. Comment est-ce qu'on peut résoudre ça ? La première solution qu'on avait vue lorsqu'on avait regardé les câbles, c'est que ajouter du poids, c'était une bonne solution. Est-ce que c'est aussi vrai pour les arcs? Eh bien non, si on se souvient de ce qu'on a vu, si on augmentait les charges sur l'arc, dès qu'on ajoute une charge qui est un petit peu asymétrique, eh bien le phénomène d'instabilité commence, l'arc descend de 1 mm, alors que la polygone funiculaire monte d'1 mm, et ça tend à augmenter. Donc, cette solution n'est pas possible pour stabiliser un arc. Maintenant, vous verrez, on verra ensemble, qu'il y a des solutions où il y a des arcs avec beaucoup de matière. C'est vrai, mais ce n'est pas principalement à cause du poids que l'arc devient stable, mais à cause d'autres propriétés que nous verrons ensemble. La deuxième solution qu'on avait vue pour rigidifier un câble, c'était de lui adjoindre une poutre de rigidification. Cette solution est également possible pour un arc. Le pont sur la Valchiel, que je vous ai déjà montré, dispose de parapets, c'est-à-dire les bords du pont, qui servent à empêcher que les personnes ou les véhicules tombent du pont. Donc c'est quelque chose qui est utile, mais ici, ça fonctionne comme une poutre de rigidification pour stabiliser cet arc qui lui-même est très mince. Donc ça, c'est une solution qui fonctionne pour stabiliser un arc. Regardons jusqu'à la fin ce qui se passe si j'applique une charge asymétrique sur un arc avec deux charges. On voit que l'arc tombe. Donc c'est vraiment quelque chose de sérieux. Mais regardons ce qui se passe juste avant que l'arc tombe. Nous mesurons la distance entre
l'appui est le nœud supérieur qui est le plus éloigné de cet appui. Ici, cette distance, elle est, pour moi, d'environ 240 mm. Pour vous, vous avez une autre distance, mais le raisonnement reste valable. Vous pouvez regarder ces distances dans l'autre direction. La distance, elle est de 290 mm. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je numérote les points A, B, C et D, eh bien la distance AC diminue et la distance BD augmente. Qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher que cela se produise? En tout cas, on a des bons instruments pour empêcher que la distance BD augmente. On le voit dans cette vidéo. J'introduis un câble supplémentaire entre B et D. Et une fois que ce câble est en place, je peux reprendre les charges, la charge supplémentaire. La structure reste stable. En fait, je peux même appuyer assez fort sur l'arc et la structure reste toujours stable. Une méthode possible de rigidification pour les arcs est donc la rigidification par câble supplémentaire. Nous avons dans cette image l'exemple du grand magasin GUM à Moscou, dont la toiture est constituée d'un grand nombre d'arcs métalliques qui sont juste les uns à côté des autres, qui sont très fins, avec une verrière. Donc on constate évidemment que ces arcs, étant aussi fins, devraient avoir un problème de stabilité, mais en fait, vous voyez cette structure a plus de 100 ans, et elle fonctionne toujours très bien. Comment est-ce qu'elle fonctionne? On peut le regarder dans l'image en bas à droite. On a l'arc correspondant à la structure, et on a en plus une multitude de câbles qui relie un des appuis à l'arc, c'est-à-dire que si l'arc veut s'éloigner de cet appui, si la distance veut augmenter, le câble va dire non, c'est pas possible, et donc ces câbles stabilisent notre structure. On trouve la même solution dans une structure beaucoup plus récente en Suisse, donc de nouveau des câbles supplémentaires. Avec une liaison aux appuis et puis ensuite à diverses parties de l'arc. Ainsi. Et ce système rigidifie effectivement l'arc, dont on voit qu'il est d'ailleurs fort mince. C'est un tube métallique, ici, qui est très mince, et qui arrive ensuite sur un poteau. Une autre solution est illustrée dans cette photographie du pont de Longeray près de Genève. Ici, la structure a une épaisseur très importante. C'est un pont en béton armé qui date de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc relativement récent. Et l'idée, c'est que lorsque la forme du polygone funiculaire change, sous l'effet de charge variable, elle se déplace, mais elle reste à l'intérieur de la matière.
Donc tant qu'il y a une possibilité pour le polygone funiculaire de rester à l'intérieur de la matière, la structure sera stable. Donc une rigidification par une épaisseur importante. Le viaduc d'Austerlitz à Paris nous montre une autre solution de rigidification qu'on a déjà vue pour les câbles, c'est-à-dire qu'on constate clairement qu'il y a plusieurs arcs. Il y a un arc qui commence en dessous, qui passe en dessus, puis de nouveau en dessous, et puis qui finit en dessus. Un deuxième arc en dessus qui lui est antagoniste, qui est en dessus lorsque l'autre est en dessous et vice-versa. Ça ressemble tout à fait à ce qu'on avait vu pour le pont sur la Tamise à Londres, sauf qu'évidemment, il s'agissait d'une solution pour les câbles. Et comme à Londres, on constate aussi la présence de barres verticales et diagonales pour rigidifier la structure. Il s'agit donc ici d'une rigidification par arc supplémentaire. Je mets au pluriel même si ici il y a un seul arc supplémentaire. Et puis d'autre part, on a une rigidification entre les deux arcs grâce aux diagonales. Comme on l'avait pour Tower Bridge à Londres. Ici on a une très ancienne structure qui a quasiment 2000 ans de nos jours et qui tient toujours. Donc, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que cette structure tient toujours? Et c'est une question qu'on peut se poser en général. Pourquoi? Parce que la première chose qu'on constate, lorsqu'on étudie les arcs que nous ont laissés les Romains, c'est qu'il s'agit très souvent de ce qu'on appelle d'arcs en plein cintre. Ces arcs ont deux particularités. La première, c'est qu'ils sont circulaires, ils ont la forme d'un cercle. Et la deuxième particularité, c'est qu'ils finissent verticalement sur les appuis à gauche et à droite. C'est une bonne idée de finir verticalement, comme on le verra dans une vidéo suivante. Mais maintenant, ce n'est pas une très bonne idée, a priori, de prendre une forme circulaire pour un arc, puisqu'on a vu que, bien souvent, la forme juste serait plutôt une parabole ou éventuellement une chaînette. Alors comment est-ce que ça se fait que cette forme fonctionne, parce que, évidemment, elle fonctionne si ces structures sont là depuis 2000 ans. Mais regardons ce qui les aide. Donc l'arc lui-même, c'est cette zone que j'indique en jaune. Mais il est entouré de tout ce système de maçonnerie à gauche et à droite, qu'on appelle le remplage. La forme de cet élément ici, c'est ce qu'on appelle un tympan. Et la stabilisation se fait par la maçonnerie de remplage. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, je vais juste parler du cas des charges variables. Les charges réparties, vous verrez, ça se résout de la même façon que usuellement. Donc, si j'ai ici une grosse charge variable qui agit, le polygone funiculaire, avec toutes les charges, devrait monter ici et descendre là, mais ce n'est pas le cas. Maintenant, quelle est la forme que tendrait à prendre l'arc? L'arc, quand on lui rajoute une grande force, il tend à vouloir descendre ici et monter dans la partie droite. Mais dans la partie droite, nous avons justement cette maçonnerie de remplage qui dit « Non, non, mais moi, je ne suis pas prêt à vous laisser monter. » Et donc, cette maçonnerie a pour effet d'ajouter une pression sur l'arc, et cette pression va stabiliser l'arc et le faire revenir à sa place. Si maintenant ma charge se déplace
pour venir de l'autre côté. Alors c'est la partie droite qui maintenant tend à vouloir descendre, mais la partie gauche j'aimerais monter, mais à gauche aussi il y a cette maçonnerie de remplage, donc la structure est stable. Ça veut aussi dire que si vous avez un tel pont, eh bien, il n'est pas question d'aller enlever inconsidérément cette maçonnerie de remplage parce que ça pourrait facilement conduire à l'effondrement. Donc il s'agit, lors de la restauration, de procéder avec précaution. Nous avons ici l'exemple d'une grande cathédrale gothique qui est entourée de toute une série d'arcs-boutants. Nous allons voir que ces éléments sont très importants pour la stabilisation de notre cathédrale. La voûte ou la coupole que nous avons ici tend à exercer une force inclinée vers l'extérieur. S'il n'y a rien pour résister à cette force, la structure va vraisemblablement s'effondrer. Donc c'est pour ça que les architectes du Moyen-Âge ont inventé ce concept des arcs-boutants et qu'ils les ont placés. L'arc-bouton, il va agir par son poids. Pour simplifier, je le fais agir seulement au milieu de la longueur de l'arc-boutant, mais évidemment qu'il agit de manière répartie. Quel est l'effet de ce poids? Si nous regardons le polygone funiculaire, eh bien la force qui vient de la coupole pousse ainsi jusqu'à ce qu'elle rencontre la force jaune qui va infléchir sa direction et faire descendre cette force de manière inclinée. Et on voit que ainsi, le polygone funiculaire reste à l'intérieur de la matière et notre structure reste stable. Mais vous avez déjà vu que dans la partie inférieure, la ligne du polygone funiculaire tend à vouloir sortir de la matière. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne en deux parties. Il y a d'abord ici le poids de cette colonne, qui n'est pas négligeable. On voit que cette colonne, elle est vraiment faite assez épaisse. Et en plus, ici en dessus, on a un élément qu'on considère souvent décoratif, mais en fait, qui a une fonction structurale qui s'appelle le pinacle. Et le pinacle, il a pour fonction d'offrir un poids supplémentaire à la colonne. Les deux ensemble ont pour effet de significativement infléchir de nouveau le polygone funiculaire de telle façon qu'il reste à l'intérieur de la matière et donc un arc-boutant est un élément stabilisateur pour une voûte ou une coupole de cathédrale. Il y a environ une dizaine d'années, on a pu lire dans le journal local de Lausanne « La cathédrale tient par des fils ». Qu'est-ce qui se passait? Si on regarde la cathédrale, on voit que dans cette zone, et c'est la même chose de l'autre côté, il y a un certain nombre d'arcs-boutants qui ont pour fonction de justement stabiliser la nef principale de la cathédrale. Or, ces arcs-boutants sont dans une pierre relativement friable qui se dégradait et il était nécessaire de les remplacer. Mais, comme je vous ai dit, ce n'est pas une bonne idée de supprimer les arcs-boutants. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on les a remplacés par des câbles que j'appelle des câbles intérieurs. Pourquoi intérieurs? Parce que ces câbles lient entre elles deux parties de l'arc, mais ne sont pas liés aux appuis comme dans la première solution avec des câbles que je vous ai montrés. Ici, on a une photo de la cathédrale. Nous avons ici les câbles qui étaient présents dans la cathédrale. Il y en avait 4 selon l'article, mais on en voit 3 ici. Et dans l'infographie du journal, on voit, alors c'est peut-être pas très précis, on n'est pas tout à fait sûr, que ces câbles se situaient à cet endroit-là et ils avaient pour effet d'exercer une force vers l'intérieur, ainsi sur la cathédrale, en remplacement de l'effet des arcs-boutants qui appuyaient ainsi sur la voûte pour la stabiliser. C'est clair que ce n'est pas exactement le même effet, mais ça a été suffisant pendant les travaux pour que la construction ne souffre pas et puis que ces arcs-boutants puissent être remplacés et les câbles ont depuis été supprimés. On n'est pas obligé de rester dans une réflexion en 2 dimensions. On peut aussi regarder ce qui se passe dans la 3e dimension. Et ici, nous avons un très joli exemple qui est celui de la coupole de
la cathédrale Saint-Pierre de Rome, construite au XVIe siècle. Assez rapidement après sa construction, on a observé des fissures dans cette coupole. Des fissures, grosso modo, horizontales. Je vais vous montrer tout à l'heure comment elles étaient exactement. Ces fissures, si on regarde une coupe de la cathédrale, on voit qu'en fait on a deux coupoles, une coupole intérieure, une coupole extérieure, c'est celle qu'on voit, et puis entre les deux nous avons un vide. Ça correspond à l'idée, il faut que la matière soit assez large pour que le polygone funiculaire puisse rester à l'intérieur de la matière. Mais ça n'a pas suffi, et donc on a observé, puisqu'il y avait des escaliers, on a pu observer des fissures dans la coupole intérieure. Cela a duré quelque temps, et au XVIIIe siècle, le mathématicien Polénie a été chargé d'étudier ce problème et de trouver une solution. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé comment fonctionne un secteur de la cathédrale. Un secteur, c'est une tranche qui n'a pas une épaisseur constante, c'est un peu comme une tranche de gâteau, c'est-à-dire qu'au milieu, elle est très très fine et sur les bords, elle est très grande. Si on regardait ça en plan, elle a une forme triangulaire. Il a représenté le comportement de cet arc de manière inversée en utilisant une chaîne sur laquelle il a placé des poids. Vous voyez ici des cercles de diamètre non constant qui représentent les divers poids. Donc il a obtenu pour cette coupole cette forme qui est la forme du polygone funiculaire correspondant au poids de la structure. Puis ensuite, il a inversé ce dessin. Et sur la base de cette inversion, qu'est-ce qu'on constate? On constate que justement, le polygone funiculaire correspondant aux charges sort de la matière, ce qui explique la présence des fissures. Maintenant, la question, c'est comment réparer cette structure. Bien entendu, on aurait pu imaginer de faire comme on l'a fait pour la cathédrale de Lausanne, c'est-à-dire tirer des câbles à travers. Mais je vous rappelle, je vous ai montré tout à l'heure une photo, il y a un splendide plafond doré, ce ne serait pas une solution extrêmement favorable, on aurait vraiment perdu beaucoup d'un point de vue artistique. La solution qui a été trouvée, c'est de placer des câbles qui font le tour de la coupole et qui sont mis en traction. Il y a plusieurs niveaux de câbles qui ceinturent cette coupole et donc qui, de l'extérieur, ont cet effet de pousser vers l'intérieur, et ça a stabilisé cette coupole. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que vous allez avoir un exercice cette semaine sur cette coupole, donc je vous laisse découvrir exactement comment elle fonctionnait. Nous voulons résumer les différentes méthodes de rigidification que nous avons vues dans cette leçon. Nous avons vu une rigidification par une poutre de rigidification. Qui agit de la même façon qu'elle agissait pour un arc. Nous avons vu une rigidification par câble multiple qui empêche le changement de forme de l'arc lorsque l'arc tend à vouloir se lever sous l'effet de charge asymétrique. Nous avons vu une rigidification par une épaisseur importante. Où
on permet au polygone funiculaire de se déplacer tout en restant à l'intérieur de la matière. Nous avons vu une rigidification par des câbles supplémentaires. Comme pour le Tower Bridge de Londres. Il ne s'agit pas de câbles supplémentaires, bien entendu, il s'agit d'arcs supplémentaires. Et ces arcs eux-mêmes étaient rigidifiés entre eux. Nous avons vu une rigidification par la maçonnerie de remplage. Donc la maçonnerie de remplage, c'est la maçonnerie qui est placée au-dessus d'un arc et qui, de nouveau, un peu comme les câbles de la solution 2, empêche l'arc de monter lorsqu'il souhaiterait le faire. Nous avons vu une rigidification par arc boutant extérieur à la structure. Notez évidemment que les arcs boutants prennent pas mal de place. C'est certainement une des raisons pour lesquelles ça fonctionnait bien pour une cathédrale qui était un endroit relativement unique et qui devait rester à part de la ville, mais ce n'est pas quelque chose que l'on voit si souvent. Et puis finalement, nous avons une rigidification par câble intérieur. Un câble intérieur étant simplement un câble qui ne s'appuie pas ou qui ne se lie pas aux appuis comme les câbles de la solution 2. Dans cette leçon, nous avons vu que, comme les câbles, les arcs ont besoin d'être rigidifiés pour se comporter correctement. Le but de la rigidification, c'est d'empêcher que l'arc se déforme et donc de permettre que le polygone funiculaire puisse rester à l'intérieur de la matière. Une solution qui utiliserait uniquement le poids de l'arc n'est pas possible puisqu'une instabilité surviendrait déjà avec une petite charge variable. Il y a de nombreuses solutions qui font appel à des câbles, à une augmentation de l'épaisseur, à plusieurs arcs avec une rigidification, à de la maçonnerie de remplage, à des arcs boutants ou encore à des câbles intérieurs.